Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 81 d'Ose écrire et aujourd'hui, retour des épisodes avec un invité et j'accueille Léo. Il a un parcours passionnant et on parle d'écriture, de représentation et du courage d'assumer sa voix. Bref, je vous laisse avec cet épisode et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Comme je t'avais dit, c'est Orlan qui m'avait parlé de toi et Ouais, je c'est suis une hyper... personne que j'aime beaucoup, Orlan. C'est quelqu'un de très très Ouais, bien. ouais, bah c'était franchement, c'était passionnant de discuter avec elle. Et quand elle m'a proposé ton nom, en plus j'ai vu que tu fonctionnais beaucoup aussi avec Wattpad. Et moi, Ouais. c'est un univers que je connais pas du tout. Et du coup, bah, j'étais d'autant plus curieux de découvrir tout ça. Ah bah trop bien. Voilà, voilà. Donc ravi de t'accueillir. Je finirai par ça. Et Merci. j'aurais envie de commencer euh, par te demander, bah, quelque part, comment tu as découvert l'écriture et comment tu t'es finalement comment tu t'es lancé. Alors c'est un peu particulier, bah, comme tout le monde, comme tous les gens qui écrivent, on n'est pas un jour s'est pas réveillé en se disant tiens, formidable, je vais y passer des heures. Waouh, trop cool. Je suis ma grand-mère qui m'a élevée en grande partie est professeure de littérature Trop bien. et professeure de littérature antique notamment. Elle a fait beaucoup de tout ce qui était latin-grec et elle a été comédienne pendant des années où elle a joué toutes les pièces antiques et beaucoup de théâtre classique. Et quand j'étais très jeune, elle me lisait des contes avant de m'endormir, mais c'était pas genre elle venait me lire des histoires. Ça, elle avait des livres de contes, de littérature de la Grèce antique et de l'époque romaine. Et elle me les lisait, elle me racontait l'histoire des héros, des monstres. Bon, elle édulcorait un peu parce que j'étais petit, mais voilà. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été passionnée par la mythologie, vraiment à fond. Et en 2001, en décembre 2001, j'avais 11 ans et comme tous les enfants de mon âge qui avaient des parents qui avaient envie de les emmener au cinéma, je suis tombée sur Le Seigneur des Anneaux. J'en suis ressortie, j'ai fait Mm. oh waouh! Et ma mère, à l'époque, m'avait acheté le DVD avec l'édition collector. C'était devenu une obsession. J'étais genre, waouh, mais c'est incroyable, il y a un univers complet et tout, il y a des légendes de partout. Ouais, je reconnaissais vachement de légendes que ma grand-mère me racontait. Et le DVD, il y avait donc tous les bonus du making-of et ça parlait de comment le film avait été fait. Et c'est là, je crois, j'avais 11 ans, que j'ai percuté que écrire des histoires, c'était un métier. Et Putain, c'est... ouais, vas-y. Non, non, t'inquiète, je te laisse finir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais oui. Et j'ai commencé à me renseigner sur comment on inventait des mondes et comment on écrivait des histoires. Et je pense, de mes 12 à mes 13 ans, j'ai rempli à la main des cahiers, des cahiers, des cahiers de création d'univers à la base. Je voulais créer des univers, je voulais créer des écritures, je voulais créer des mondes, je voulais créer des trucs. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a forcément une méthode. Donc j'avais commencé à écrire des bouts d'histoire, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des contes, j'écrivais des trucs. Bah, forcément, les contes, c'était mon truc à moi. Et j'ai été obsédée par ça, au point où je me suis dit, mais pour moi, le meilleur moyen de faire ça, parce que bah, du coup, dans le making-of, il y avait aussi le travail de Alan Lee et de John O. Le meilleur Mm. moyen de faire ça et d'avoir quelque chose de complet, c'est de dessiner cet univers aussi. Du coup, j'ai découvert en cherchant. Alors à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet, donc j'étais sur Internet du collège puis du lycée, qui avait des écoles de cinéma d'animation qui pouvaient te former à dessiner et écrire des histoires. Et là, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'étais donné tous les ans, chaque année scolaire, j'écrivais un livre. Voilà. Et donc Waouh. j'écrivais des bouquins, j'en ai tombé ouais, de mes 13 à mes 18 ans que je rentre en école d'art, j'écrivais un livre par an, consciencieusement. Enfin, c'était des petits trucs à l'époque, puis je les ai écrits à la main pendant très longtemps.
Oui. Quand je suis arrivée en école de cinéma, d'animation, ça a été un peu compliqué, parce que, bah, il y avait une masse de travail, je pensais que j'étais prêt, naïvement, mais pas du tout. J'ai eu la chance de tomber sur un super prof de scénario qui s'appelle, Jean-Luc Sala, qui a été conférencier sur, Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, et cetera. Donc forcément, je suis tombée en amour devant cet homme, je suis, passée en classe de cinéma d'animation, option, lourde, scénar, réal, création d'univers. Et donc là, j'ai Ok. fait 2 ans où j'ai bouffé du scénario, du scénario, du scénario, du scénario, avec, du reverse engineering de scénario, du reverse engineering de storyboard, de la création d'univers, et cetera et c'était, mon obsession depuis et depuis, bah, ça fait, depuis mes 14 ans que je tombe un livre par an. Voilà. Putain, c'est passionnant. Attends, j'ai tellement de questions à te poser. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est incroyable. Déjà, je suis toujours fasciné de voir l'impact qu'a eu Tolkien sur nos vies de créatifs. C'est impressionnant comme juste un univers peut te donner envie de foncer créer le tien. Ça m'a aussi touché là l'histoire que tu as racontée avec ta grand-mère et l'impact des mythes. Euh, ouais, par où commencer? Euh, comment tu fais pour écrire un livre par an? C'est quoi, comment tu trouves cette force quelque part, plus que l'inspiration, parce que c'est l'inspiration, à mon sens, c'est pas forcément le plus dur, mais tenir le rythme quelque part, c'est hyper impressionnant. Hem, Bah, en fait, ça m'a beaucoup facilité la vie déjà à partir du moment où, j'ai, réussi à rentrer, les textes sur PC. Parce qu'au départ, j'écrivais tout à la main et c'est vraiment vers, 16 ans que j'ai pris parce qu'on a eu un ordinateur très tard. Je Hmm. me suis vraiment formée pour pouvoir écrire, j'avais un rythme de frappe qui était très, très lent et après, bah, j'écrivais plus vite qu'à la main, forcément. Du coup, j'avais un rythme j'essaye de faire, en moyenne basse, 4 à 6 pages par jour, Ok, écrites et corrigées. C'est-à-dire ok, que je les écris et je corrige les 4 à 6 pages de la veille et en moyenne, ça fait du 8-10 pages et docs, Times New Roman, Core 11 quoi. Voilà, ouais, c'est ok, la base le but, c'est pas de rusher c'est de prendre plaisir à ce que je fais et d'en faire un peu tous les jours. ok, En faisant un peu tous les jours, bah, tu arrives forcément au bout et de pas se lasser surtout parce que quand tu te prends la tête sur un projet, tu peux te lasser très vite. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, Estelle Faye qui, m'a rappelé un truc que me disait mon professeur de scénario aussi, mais en même temps elle était scénariste à la base, Estelle, donc ça c'est cohérent. C'est: «Rappelle-toi toujours de pourquoi tu as commencé à écrire ce projet. Donc quand tu y arrives hmm, plus, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé à l'écrire, reviens aux racines de ça». Bah, c'est de la discipline, mais après, voilà, l'école d'art, c'était quelque chose qui était très formateur là-dessus parce que, bah, c'est vraiment une habitude de travail. C'est vraiment une habitude de travail. Après, il y a des moments où je peux pas forcément écrire parce que, bah, j'ai un shop de tatouage, je suis patron de shop de tatouage, donc, bah, ça me prend du temps. Mais, j'essaye de compenser et surtout je planifie beaucoup. J'ai une méthode d'écriture où, bah, qui est une méthode d'écriture, bah, tu les architectes et les jardiniers. Moi, je suis clairement un architecte je planifie beaucoup, c'est-à-dire que je vais vraiment travailler, mes personnages, et mon corps d'écriture en tant qu'arc narratif, en premier lieu. Puis après, je vais, l'habiller avec, bah, le quoi, où, quand, pourquoi et comment. Voir mes arcs narratifs, puis après bosser mes trucs, bosser mes idées, en chapitrant ce que je dois faire, voir à peu près, la forme que je veux lui donner. Déjà ça m'occupe pas mal. Voir la forme que je vais lui donner, combien de chapitres j'ai besoin, et surtout pas dépasser de ce que je fais. Quelles sont les tailles de mes chapitres par rapport au projet, quel projet, va mieux? Parce que si c'est du slice of life, on va pas faire des chapitres de 40 pages. Par contre, si c'est, de la saga, médiévale,
avec des ménestrels partout et chapitre de 40 pages, c'est pas déconnant, quoi. Mais du coup, quelle forme lui donner? Comment s'y tenir? Et après, un truc que j'ai commencé à faire dernièrement, c'est-à-dire que, bah, je décris évidemment tout ce qui se passe dans mes chapitres. Donc une fois que j'ai mon chapitrage, donc voilà, il se passe ça, d'écrire plus précisément. Puis après, ce que je fais, c'est l'étape qui, moi, me facilite la vie, c'est que je vais écrire, comme un scénariste, tous mes dialogues. C'est-à-dire que mes dialogues et mes placements de personnages avec mes entrées, mes sorties de champ, etc., etc. Et une fois que ça c'est fait, la dernière étape de rédaction, qui fait qu'en réalité, je gagne beaucoup de temps parce que tout ce qui est genre, ah ouais, mais là, à l'acte 3 j'avais oublié ça, etc., ça a été fait avant. Je passe à la rédaction. Donc la rédaction, c'est l'étape finale. Ce qui fait qu'en réalité, quand il faut tout reprendre, j'ai évité pas mal d'écueils dans les étapes précédentes de ah ouais, mais là je me suis gaulé parce que j'ai oublié que tel arc narratif de personnage il s'était planté là. En fait, avec une méthode qui est quand même bien, qui m'évite, qui me fait des checks à toutes les étapes, j'arrive à avancer. Le but c'est pas d'aller vite, le but c'est de d'y aller et de le faire. Voilà. C'est fou parce que quand je t'entends parler de cette routine d'écriture que tu t'es construit, je sens qu'elle est genre hyper optimisée pour toi, tu vois. Que tu as vachement appris aussi à connaître ton fonctionnement, enfin, tous les éléments dont tu avais besoin pour te sentir à l'aise et avancer comme tu dis, pas, l'objectif c'est pas de rusher, mais d'avancer quelque part. Ouais, Et, c'est ça. euh, et c'est trop cool de partager tout ça, tu vois. Je découvre aussi un fonctionnement, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, de décrire les dialogues, ce qui fait une sorte de première base et puis de venir compléter autour. C'est hyper intéressant. Franchement, En fait, ça me donne une idée du rythme. ouais. Parce que si je vais avoir plein de dialogues qui vont être très des trucs en mode lancer de balle, etc., je sais qu'à ce moment-là, Mm. j'aurai besoin de beaucoup moins de description. Si j'ai des passages un peu plus lents et plus descriptifs où je vais mettre avant le dialogue, je me mets entre parenthèses genre les personnages rentrent dans un nouveau lieu qui est celui-ci. Je sais que je vais avoir quelques paragraphes de la description du lieu en fonction du point de vue du personnage, du point de vue du narrateur, voilà. Mais du coup, ça me donne une idée de mes rythmes aussi. Et une fois que j'ai la base de... Parce que pour un chapitre, par exemple, de 15 pages, je peux avoir 2 pages et demie de dialogue et de description. Et comme je me connais bien maintenant, je sais à peu près, bon bah voilà, j'ai fait mes dialogues. Ce chapitre, il fait à peu près 15 pages. Bon bah écoute, j'en ai pour 2 soirs et demi d'écriture. Voilà. Donc je sais Mm. à peu près où j'en suis et du coup bah je sais mes temps et moi mon but c'est que j'ai ma petite feuille de route et je fais bon bah là aujourd'hui les 6 pages elles ont été faites, adjugé vendu quoi. Ouais. En fait, c'est trop bien parce que du coup, plus tu te connais, plus tu sais le temps que te prennent l'écriture, que ça soit les dialogues, les descriptions, les chapitres, etc. Et plus du coup, ça te permet de te connaître et plus, enfin, c'est une vraie boule de neige, quoi. J'ai Et la chance aussi d'avoir du coup fait cette école de chara designer dans le sens où ouais. pour moi la vibe des personnages elle vient aussi avec les designs des personnages. Ce qui fait que mes Mm. personnages, quand j'écris, j'ai leur petite trombine, leur petit trombinoscope, et leurs petites attitudes qui sont autour de moi. Et ils ont leur petite mood de playlist aussi que je sélectionne au préalable. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver le mood dans le sens où au départ, quand j'étais jeune, je croyais beaucoup à l'inspiration, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ce que disait mon prof de scénar, Jean-Luc, et il a tout à fait raison, c'est que l'inspiration, c'est t'apprivoises la zone. En fait, pour apprivoiser la zone, il faut savoir y rentrer. Pour y rentrer, bah, t'as un Ouais, process. Et exactement. c'est exactement comme quand je prépare mon poste de tatouage. Mon poste de tatouage, je vais le préparer avec justement, bah, je mets une musique particulière, je parle au client, je fais les trucs dans un certain ordre et après je suis prêt, je sais que ma concentration elle est là. Et pour l'écriture, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Ouais, j'adore effectivement, ce côté, oui, oui, l'inspiration frappe, le côté génial, etc. C'est bien beau sur le papier et dans les films, mais effectivement, dans la réalité, en fait, ça fonctionne pas comme ça pour beaucoup de gens. Et ce côté y amener aussi un côté process et ça permet aussi de se rassurer quelque part. De dire, bon là, ok, à l'instant T, j'ai pas forcément l'inspiration, mais en fait, je crois à ce processus et je sais que quand je vais le dérouler, ça va venir, quoi. Et Ouais, ouais. je crois beaucoup au fait moi, j'ai besoin de me familiariser avec mon univers pour que quand j'y rentre, c'est Hmm. comme si
je rentre, je m'assois à mon bureau et en fait, je passe la porte et je suis dedans. Hmm. Et une fois que je suis dedans, je sais comment parler, je sais parce que il y a toute une partie et c'est ce à quoi je tiens beaucoup de la préparation du livre que je suis en train d'écrire en ce moment, enfin l'ouvrage du moment, Hmm. qui est le fait de choisir la voix de la personne qui va parler. Donc est-ce que c'est justement est-ce que c'est un TPS ou est-ce que c'est un FPS, tu vois? Et donc soit je vais être en narrateur omniscient, soit je vais être en narrateur qui va être intradégétique en mode c'est le personnage qui parle. Ouais. Dans ce cas-là, le personnage, qui il est, comment est-ce qu'il s'exprime, comment est-ce que fonctionne son cerveau, comment est-ce qu'il décrit les choses, quelle est sa voix, quel est son degré de vocabulaire, quelle est sa sensibilité, à quoi est-ce qu'il s'attache. Et dans ce cas-là, si c'est plutôt un narrateur omniscient, c'est qu'est-ce qui est important et comment rendre le mood de ce monde-là. Est-ce que ça va Hmm. rentrer plus par des descriptions? Est-ce que ça va rentrer par un vocabulaire? Est-ce que ça va rentrer par des thèmes? Des termes? Est-ce que ça va rentrer par de l'ambiance? Donc il faut que la forme soit au service du fond à ce niveau-là et que Hmm. le texte, les dialogues, la forme du dialogue, le rythme du dialogue et le vocabulaire choisi sont choisis au préalable. Ce qui fait que déjà, en ayant fait cette sélection et en sachant où je me situe à ce niveau-là, ben en fait, c'est pas que l'inspiration elle est pas nécessaire, c'est qu'en réalité, je sais sur quel niveau de travail je me situe et après, il y a plus qu'à raconter. Mais la musique du texte est déjà Hmm. faite. Exactement. Et ça te permet de garder aussi une cohérence et de pas te perdre dans des changements de POV ou des changements d'intention dans ton histoire et de sacrifier le fond finalement du message que tu as envie de mettre dans ton livre. Ouais. C'est ça, c'est C'est ça. hyper intéressant. Et t'as en plus soulevé tout à l'heure quelque chose sur lequel j'ai pas rebondi, mais qui est hyper important et c'est très cool que tu le rappelles. C'est à quel point tu kiffes le processus. Ouais. Effectivement, écrire, c'est quand même un processus qui est long. Si t'aimes pas et que chaque jour d'écriture est une épreuve, ouais, c'est compliqué. Et donc, savoir comment tu te connectes, toi, à ton amour de l'écriture, c'est hyper important. Moi, Et les retours que j'ai tu... de mon lectorat, c'est que les gens, ils ont l'impression de kiffer avec moi, de pousser la porte de Ouais, ces trop univers bien. avec moi. Et en Hmm. fait, je me dis que si j'aime pas ce que j'écris, et si j'ai pas cette connexion, même les moments tristes, parce que bah forcément, Hmm. surtout avec ce que j'écris qui est quand même plutôt engagé, il y a forcément des moments qui sont difficiles à écrire. Mais même dans ces moments tristes, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de moi ressentir et d'aimer ce que je fais. C'est si j'ai pas, c'est Hmm. comme les personnages. Je pense que il y a un petit côté comme tomber amoureux. Faut que j'en tombe amoureux pour que les autres les aiment. C'est-à-dire que si Hmm. l'amour que j'ai pour eux se ressent pas à travers mon texte, c'est que j'ai raté quelque chose. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai développé un truc qui est... je crois pas au principe du méchant, mais je crois très fort au principe de l'antagoniste. Et pour moi, l'antagoniste, c'est la personne dont t'as pas choisi de raconter l'histoire, c'est le camp d'en face. Et en fait, pour ça, Hmm. j'ai toujours des feuilles à côté qui racontent l'histoire du point de vue de l'antagoniste, parce que je veux me reconnecter à lui aussi. Je veux me connecter à lui Incroyable. ou elle et savoir ce qu'il ou elle va en penser pour justement être capable d'avoir cette connexion très forte et me dire, mais en fait, c'est pas le camp que j'ai choisi de raconter, c'est pas toi qui vas avoir raison du point de vue du point de vue soit du narrateur, soit du protagoniste, mais t'es le héros de ton histoire aussi, et ton histoire, bah, c'est celle-là, c'est juste que bah, c'est celle qui a pas raison dans le récit, quoi. Hmm. J'adore ce conseil parce que c'est un truc que je fais aussi moi de mon côté. Quand tu te sens un peu ouais, bloqué avec cet antagoniste, moi j'aime bien lui faire comme son journal intime, tu vois. Ouais, de ouf. Ok, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi c'est important pour lui cette bataille et finalement pourquoi il pense que le camp d'en face c'est eux les méchants quelque part. Ou Ouais, eux l'antagoniste plutôt. Et c'est t'as ça. raison, ouais, c'est un super bon conseil. C'est un super bon conseil ça pour donner aussi beaucoup de quelque part d'humanité aussi à tous les personnages et cette cohérence qui touche quoi. Ben, Euh, c'est et hyper. ouais. J'ai de la chance d'avoir des très gentils bêtas qui sont très impliqués et qui me font parfois qui se connaissent pas et qui me parlent parfois
des personnages et qui me défendent soit leur point de vue, soit absolument l'inverse de: «Oui, mais tu te rends compte à quel point il a pas raison» et cetera. Alors que la veille, je vais avoir, justement une personne qui va avoir l'avis totalement inverse et Hmm. moi, ça m'intéresse pas de corriger la personne, c'est pas moi qui ai à ressentir, ce que ressent le lecteur par rapport à ça, mais ça m'intéresse de voir comment la personne, elle a connecté ou non avec le personnage. Ouais, Et pour moi, si t'es suffisamment pas d'accord avec un personnage pour venir, moi, l'auteur, me décrire pourquoi, à ton avis, il a raison ou il a tort, c'est que bah ça y est, il est humanisé le personnage. ouais, carrément. Je suis d'accord, c'est une hyper bonne métrique à suivre. C'est parfois à quel point certains lecteurs aiment pas ou sont pas d'accord avec un de tes personnages. Parce que Ouais, là, ça veut dire qu'effectivement, tu touches à quelque chose qui va créer de la tension, qui va créer de la friction et qui va aussi faire que le lecteur s'interroge et se pose des questions. de ouf. Et ça, c'est hyper précieux dans un livre, ouais. Ouais. C'est ça. Oui, Et parce que le truc, c'est que le livre, il est pas forcément là, bah, notamment en tant que personne relativement qui essaye d'exposer des idées relativement militantes et relativement engagées dans ce mm, que j'écris. Je pense que c'est important d'avoir cette réaction parce que ça te montre tout le panel de pourquoi est-ce que tu serais pas d'accord, pourquoi est-ce que ça te gratte, pourquoi est-ce que ça te frictionne. ouais, Pourquoi est-ce que totalement. ça, c'est pas le truc, pourquoi est-ce que toi, ça te met mal? Et en général, c'est ce que je leur demande plus de dire, oui, mais il y a ci, il y a ça, et en fait, le personnage, il réagit comme ci, comme ça m'intéresse pas, moi, je le sais. Le lecteur le sait aussi, parce qu'il l'a lu. Mais par contre, je veux savoir pourquoi ça les frictionne à certains endroits et pourquoi est-ce qu'ils sont pas d'accord. Mm. Et justement, là, en parlant de toi, des thématiques fortes que tu mets dans tes textes, on parlera un peu plus après là, de ceux sur lesquels tu es en train de travailler ou ceux que tu as déjà partagés. Mais euh, c'est quoi pour toi je dirais peut-être les deux ou les trois grandes thématiques que tu as envie et qu'on retrouve souvent dans tes univers et dans tes livres? La normalisation de la représentation queer, Mhm. parce que, et ça, je vais pas mentir, mais le paysage culturel français, qu'il soit de fantasy ou qu'il soit de littérature blanche, est pauvre. Heu, Ouais, Très pauvre à ce sujet. J'ai bossé un peu mes chiffres avant de venir et les rapports font état de moins de 5 de représentation de personnages queer, dans les étals, des libraires, en France, en sachant que dedans, il y a beaucoup de traductions et que c'est encore plus pauvre dans la SFF. ouais, c'est clair. Donc c'est assez dramatique. Et quand c'est représenté, souvent le livre va tourner autour de ce thématique comme étant quelque chose de très dramatique ou Mm. de très central. Mais je pense que il peut y avoir des personnes qui sont sur un spectre queer, spectre LGBT, et qui ont des engagements pour aider leurs proches, sauver leur pays. Et avoir des amours dans des situations diverses, variées et souvent rocambolesques, parce qu'on parle quand même de livres, tout en étant représentés comme des personnes parfaitement normales. Mm. Et il y a il y a beaucoup de romantisation à ce sujet qui est parfois très triste. Et il y a beaucoup de non-normalisation ou alors c'est vendu comme étant ah ben regardez tel roman est un roman queer, etc., etc. Mm. C'est pareil pour la représentation c'est pareil pour la représentation des personnages racisés et c'est pareil pour la représentation de d'héroïnes féminines dans les choses qui sont autrement que du young adulte. Pareil, j'ai regardé Ouais, les chiffres et les chiffres sont assez tristes, c'est-à-dire que bah il y a pas grand-chose qui se fait à ce niveau-là. Donc dans le young adulte, il y a beaucoup l'héroïne brune avec son triangle amoureux qui est une femme forte et voilà. Donc c'est cool parce que au moins les personnes qui se reconnaissent dans ce genre de choses ont des représentations, ce qui est finalement pas si vieux, plutôt récent. Mais c'est vrai que bah, quand tu dis bah, là, alors qu'on sait que ça représente plus de 30% des lecteurs, les Gen Z, selon le sondage de l'IFOP de l'année dernière, il y en a 20% qui se revendiquent comme étant queer, et pourtant ils mm. trouvent pas du tout de représentation dans les livres qu'ils lisent, quoi.
C'est hyper intéressant ce sujet de la représentation et c'est clairement quelque chose qui devrait tous nous toucher beaucoup plus. Qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, là je vais parler pour moi parce que forcément moi j'ai entre guillemets une position privilégiée sur ça. Donc moi je me pose souvent la question comment euh, participer quelque part à ton échelle à démocratiser ces personnages sans tomber, parce que moi c'est ça en fait ma peur quelque part, d'en tomber dans une sorte de caricature, tu vois, qui rend service à personne. C'est une vraie question et peut-être un peu naïve aussi, Bah alors en peut-être, fait, je peux te donner une méthode d'écriture et je peux te donner carrément. ma réponse après. Moi, ma méthode Ah, d'écriture vas-y, ouais. à ce sujet, euh, en fait, je sais que même en étant un homme trans et en côtoyant quand même des personnes de grande diversité, que ce soit de diversité racisée ou de diversité de minorité de genre ou de sexualité, on n'est jamais à l'abri des biais, parce que la société nous met d'énormes biais de construction et que bah, tu Mm. peux toujours partir vers ces biais-là. Et ce que je fais, c'est que je construis mes personnages euh, absolument non genrés au départ. C'est-à-dire que les personnages sont Ah. une idée, un soutien, un arc narratif et des connexions familiales diverses et variées. Et après, je prends un des 20, les chiffres pairs, c'est les femmes, les chiffres impairs, c'est les hommes. Incroyable. C'est Et, une super bonne idée. et je crée mes trucs comme ça. Et après, c'est pareil pour tout ce qui va être éventuellement. Ce qui fait que je me retrouve des fois avec des couples qui sont des couples pas hétérosexuels, qui sont des couples alors que bah, c'était pas particulièrement prévu, mais de toute façon, je les ai pas écrits comme ça. Et en fait, ça recentre leur problématique comme étant la problématique du récit qui est importante. Après, ça s'adapte dans le fait d'avoir ou non créé des univers qui sont OK avec ça. Si Oui, les bien univers sûr. sont OK avec des thématiques de genre ou des thématiques de sexualité, c'est beaucoup plus facile que si t'es dans un univers qui est normé comme le nôtre et où du coup ça pose plus de problèmes. Mais Mm. dans le cas d'univers de création, pour enlever ce côté biais, moi en tout cas j'essaye je le joue comme ça parce que ça fait que je me retrouve des fois avec des surprises, des personnages j'aurais eu tendance à les faire de telle manière, à les faire de telle manière, et j'aurais pu me faire influencer par leur genre, alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, mon autre réponse, c'est pas ma réponse, c'est la réponse de Monsieur Game of Thrones. C'est Martin qui a dit, quand Ouais, on lui a dit, mais vous écrivez vachement bien les femmes, il a fait, bah oui, mais c'est parce que je pars du principe que c'est des personnages. j'adore. Et, et quand on aime quelqu'un, ou quand on a une attirance pour des gens, au final, ce qui change, ça va être le point de vue de la société, pas le point de vue interne. La personne, si elle est alignée avec elle-même, bah, ça reste un personnage aligné avec elle-même. Tu vois, aligné avec lui-même. Et donc, du coup, j'ai tendance à essayer d'écrire les personnages comme ça. Dans le cadre d'écrire, si on parle de choses plus explicites, notamment bah, ce qui moi me touche, de la transidentité, là, pour le coup, il y a et pas que la transidentité, il y a un très bon site qui s'appelle le GLAAD, Glaad, qui est un site américain et qui est en fait l'organisme de recensement de la représentation dans les médias des personnages queer, qui d'ailleurs fait état d'une Ok. disparition en 2026 suite à tout ce qui est montée des gouvernements de droite, d'une disparition de plus de 50% des personnages queer dans les différents médias. Donc ça va être très très dur déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de représentation. Mais en tout cas, le GLAD a des aides d'écriture. Voilà, alors je me pose des questions et j'ai envie d'écrire ou j'ai envie de participer à ça, j'ai envie de représenter tel personnage, etc. Et le GLAD, ils ont des guides et ils sont traduits dans plein de langues. Bah, c'est quoi les questions de base sur un personnage trans, c'est quoi les questions de base sur un personnage queer, c'est quoi, etc., etc. Et donc du coup, et c'est pas du tout ni condescendant ni quoi que ce soit, c'est juste genre, je me pose une question, comment est-ce que j'écrirais plutôt ça? Voilà. Et après, tu as la question de, bah, est-ce que j'ai un pote qui accepterait de répondre à mes questions de comment les choses se passent pour lui ou elle dans sa vie? Voilà. Parce que si on n'est pas, en fait, tout le monde n'est pas une personne d'une minorité qui connaît cette minorité. Et il faut aussi que les gens qui sont pas dans la minorité se sentent légitimes de pouvoir inclure des personnages sans se dire, bah, je vais me tromper ou quoi que ce soit.
Mais en partant du principe que bah, c'est comme quand t'écris un personnage qui va être avec ben, là dernièrement j'écrivais un personnage qui était daltonien. J'ai aucune foutue idée de comment ça fonctionne. Du coup, bah, je me suis renseignée, je suis allée voir des potes, qui étaient daltoniens, je leur ai demandé, ce qu'ils voyaient, j'ai regardé des vidéos pour savoir ce qu'eux pouvaient voir parce que je me suis rendu compte que dans mes descriptions, j'allais décrire autre chose et cetera et cetera. Bah, c'est la même chose. Tu sais que j'adore vraiment, tu viens vraiment de me faire avoir une prise de conscience assez forte sur ce que tu as dit là, sur le fait qu'en fait c'est des personnages avant tout. Et c'est vrai que quand j'écris une femme, je me pose pas la question en fait. Et quelque part, c'est aussi simple que ça, la réponse. Et après, évidemment, il y a tout ce que tu as amené derrière qui est aussi, quand tu parles de sujets que tu maîtrises moins ou par lesquels tu n'es pas forcément concerné, bah, te renseigner. Et heureusement, il y a plein maintenant de manières de pouvoir se renseigner autour de tout ça. Ouais, j'ai adoré à cette petite phrase que tu as partagée de Martine. Et l'histoire des dévins aussi, c'est marrant comme manière de décrire, d'attribuer quelque part le genre des personnages. C'est Bah, ouais, il y a trop cool. ça et puis il y a aussi le fait que, je me suis rendu compte que moi j'arrivais pas à avoir alors j'ai cette méthode, mais j'en ai plusieurs autres. Je me suis rendu compte par exemple que j'avais écrit un grand roman, j'ai écrit un grand roman choral de révolution, à l'époque, medieval punk et en fait, donc du coup, il y a quand même beaucoup de personnages. C'est, fait selon une pièce de théâtre avec 3 actes et cetera, des temps forts, mais du coup, il fallait faire intervenir beaucoup de personnages et je me suis dit: «Est-ce que je fais suffisamment confiance aux dés pour pouvoir me donner le même nombre, d'un genre que de l'autre?» Je sais pas. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des personnages qui, pour des raisons tout simplement, très simples je vais porter un enfant, qui étaient des Hmm. femmes, 6. Et du coup, je suis partie de ces personnages-là, et après j'ai fait en ordre d'apparition dans le livre, un sur deux. Voilà. En ordre d'apparition dans le scénario, un sur deux, genre, bah voilà, ça c'est une femme, donc le personnage après c'est un homme, donc le personnage après c'est une femme, donc le personnage après c'est un homme, Hmm. etc. Ouais, Et c'est des tips en vrai trop intéressants justement pour se retirer cette espèce de pression parfois que tu peux te mettre en te disant ouais. bah, faut savoir que moi je suis très suivie par bah, du coup de la communauté queer, et j'ai envie de partager avec eux l'euphorie de cette représentation. Parce Ouais, que quand t'as des personnages dans lesquels tu sais que t'as un lien, tu pourras pas avoir un lien avec tous les personnages, mais il suffit d'une fois voir un personnage avec lequel t'as un lien pour être là, genre, ouais, je me sens connectée à ce personnage, j'ai l'impression d'avoir été écoutée et j'ai l'impression voilà, d'être dedans. Ce qui fait que je vais pas avoir toujours le bingo de toutes les représentations dans mes bouquins parce que c'est pas le but. Faut aussi que les bien personnages sûr. servent l'histoire. Mais je ne m'interdis pas d'avoir des représentations et je fais quand même attention à avoir des représentations. Et je pars tout simplement aussi d'une moyenne sociétale. C'est-à-dire que si on part du principe qu'entre 20 et 10% de la population sont sur le spectre queer, bah, il y aura en 15%, 20% de mes personnages qui le seront. Hmm. Ouais, enfin, c'est vrai, en fait, ça paraît très simple quand tu l'évoques et je pense que c'est la bonne démarche. Euh, et justement, là, dans les, les livres que tu écris actuellement, alors tu m'avais partagé Schisme et Motica, si je prononce Ouais, bien. c'est ça, Schisme et Motica. Ok. C'est, ça raconte quoi? Motica, il est fini. Il fait sa Ouais. petite vie sur Wattpad sans moi parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de m'occuper de Wattpad. Motica, c'est l'histoire de Valère qui est un vampire. C'est un vampire misérablement mauvais. Euh, il est nul en vampirisme et J'adore. il se retrouve vraiment. C'est un petit métis sud-américain qui habite en coloc dans un pays d'Europe qui n'est jamais nommé parce que c'est pas le but, dans un pays d'Europe-ish, avec ses 2 potes. Un loup-garou, chef de meute loup-garou, parce que ça parle des créatures de la nuit, tu vois. Hmm. Et le but, c'était de m'amuser vraiment quand j'ai écrit ce livre avec les clichés à la Underworld avec lesquels moi j'ai grandi. Et je trouvais ça ultra drôle.
Donc du coup, j'ai mis dedans tous ces clichés-là. Et avec l'âme sœur de ce loup-garou, qui est une humaine. Et parce que dans ce monde-là, tu as sur le côté gauche du corps, plus ou moins près du cœur, tu as une petite marque qui s'active quand tu rencontres ton âme sœur. Parce que voilà, c'est les clichés Wattpad, on rigole, moi ça m'a beaucoup fait marrer. Et ma petite communauté aussi. Valère, il a une ambition dans la vie, c'est de que sa vie ne change pas. Il est très heureux, il est en coloc avec ses potes, il boit, il baise, et il va faire des concerts de métal dans des caves, et il se nourrit de la Ligue de l'Humanité dans Les Violeurs des boîtes de nuit, et etc., etc. Sauf qu'un jour, et il se tient très loin des vampires parce qu'il peut pas les blairer. Sauf qu'un jour, pour échapper, pour ne pas croiser la route d'un groupe de vampires, il se trouve nez à nez avec une scène d'assassinat avec des dizaines de vampires assassinés, coupés en morceaux, et un mec au milieu de ça, euh, qu'il essaye de fuir, et qui prend pour l'assassin, qu'il essaye de fuir. Sauf que le mec n'est pas si agressif que ça, lui demande qui il est, lui dit mais t'es bizarre quand même, les capacités vampires que t'as, c'est quand même particulier. Valère lui met un low kick, un chassé et il se barre. Sauf qu'il se rend compte que quand il est arrivé chez lui, il se rend compte que sa marque d'âme sœur est activée. Oh là là, on est tous très surpris. Et ah oui, oui, c'est la grosse surprise. Oh, bah, personne s'en doutait, hein. Parce que Motika c'est l'assassin et c'est le nom du livre, Valère c'est le héros, voilà. Là pour le Ouais, coup, ok. c'est très téléphoné. Toujours est-il que son pote loup-garou arrive, lui fait bah écoute, il y a des meurtres partout, dans tous les clans du tribunal nocturne, donc le rassemblement de toutes les espèces, les banshees, les loups-garous, les ghouls, les vampires. Il y a un mec qui tue à tour de bras tous les chefs de clan. Et Valère est là genre ah yes, donc mon âme sœur c'est un énorme assassin. Mais c'est pas si simple parce que Valère se rend compte, en essayant à la fois de fuir et de se renseigner sur son âme sœur, que le tribunal, il est quand même bien, le tribunal nocturne dont il veut pas se tenir prêt, est complètement bien verrouillé par les anciens vampires. Il retrouve son créateur, qui est un ancien vampire, et pris le cul entre deux chaises, entre son créateur qui a des ambitions qui sont pas forcément très nettes, et son âme sœur qu'il prend pour un assassin, Valère il se retrouve petit à petit à glisser dans un monde de complots et d'intrigues au cœur de la création du tribunal nocturne, du meurtre de sa fondatrice 6 siècles plus tôt et de l'identité de Motika. Et en gros, on suit ce personnage qui n'a pas du tout envie d'être là, mais qui, par amour pour les gens qu'il aime, se retrouve en première ligne de complot dans le monde des vampires et des créatures de la nuit. Tu m'as bien intrigué. J'aime beaucoup le. J'ai l'impression que tu joues aussi beaucoup avec les clichés ou même les tropes un peu classiques. Et ça me donne bien envie de voir ce que donne ce vampire qui est nul en vampirisme. J'aime beaucoup En fait, l'idée de base. j'avais un take, je me suis dit, mais pour le coup, cette histoire, elle a vraiment été faite pour Wattpad. Et j'étais là, genre, je veux voir si je mets dedans les éléments qui fonctionnent sur Wattpad, est-ce que je peux euh, propulser cette histoire sur Wattpad et voir ce que ça donne? Mais en prenant ces tropes à contre-pied. C'est-à-dire que le Euh, vampire, ça va pas être le Lestat, voilà, non, ça va être tout l'inverse. C'est un Gen Z à écarteur pourri avec un part de pizza tatoué sur le cul, tu vois. Le truc d'Amser, la marque d'Amser, c'est pas forcément un don, c'est une malédiction parce que ça peut te condamner à mort en fonction de ce qui se passe. hmm. T'as un personnage qui est mon personnage red flag, c'est-à-dire que tous les tropes de Dark Fantasy, je les ai collés sur le personnage. Et, Ah, incroyable. Ça, j'aime et, l'idée. et que des trucs comme ça pour m'amuser avec et pour avoir un côté ouais, Valère, faut qu'il soit fun. Faut que le livre il soit fun. Ça parle de Hmm. sujets très graves parce que ça parle de diminution, ça parle de viol, ça parle de conscience altérée, ça parle de choix qui sont pas forcément possibles, ça parle Hmm. de religion, ça parle énormément de religion et de soumission du peuple à la religion et de croyance, ce que la croyance peut te faire faire de plus bête, mais
pour enrober tout ça, fallait que le vernis soit fun. Mm. Et j'avais envie de voir si, avec tous ces tropes, autour de cette histoire de, bah, on va quand même essayer de faire passer une pilule pas forcément facile autour de la religion, est-ce que je peux quand même garder la légèreté d'un personnage qui, bah, il aime la vie, quoi. Il aime la vie, il a envie de vivre, et c'est pas un personnage qui va se lamenter sur sa life, et est-ce qu'on peut justement présenter ce genre de truc? Je m'attendais pas à ce que la réponse sur Wattpad soit si dithyrambique, parce que Ouais, ça a très bien marché, ça a marché au-delà de mes incroyable. espérances. Et, euh, et du coup, ça a pas mal plu, donc bah là, il fait sa petite vie, il est fini depuis ouais, un an, ouais, 6 mois, un an. Et du coup, il a bien plu. Et j'avais mis des petits artworks, des petits fanarts des personnages. J'avais mis toute une playlist musicale parce que Valère, il aime bien la musique, donc j'avais rajouté la playlist avec. Et pour le coup, c'était des short chapters, donc c'est entre 4 et 8 pages les chapitres. Ok. Et fallait que ça aille vite, fallait que le récit soit fun. Bon, ça c'est Motika. Donc il a bien marché. Il est en vrai sur Wattpad, il fait la longueur classique des trucs Wattpad, c'est 72 chapitres, un truc comme ça. Ouais. Et donc ça Et ferait à peu près 2 tomes. euh, 2 tomes, et on est sur du 700 000 à 800 000 mots par tome, quoi. Voilà. ah 800 000 ouais. signes. 700 000 à 800 000 signes Ouais, par ok. tome. Pardon. Ok. 700 000 Putain, à j'étais 800 là, 000 ouais, signes par les... tome. Non, 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 non. Ok. 700 000 à 800 000 signes par tome. Et là, du coup, je suis en train d'écrire un bouquin qui est. Alors, c'est beaucoup moins LOL, qui s'appelle Schisme. Et Schisme, c'est l'histoire de Will. Et Will, c'est un adolescent trans euh, dans un monde dans lequel la société est séparée entre les méta, donc les méta-humains, hein, qui sont Hmm. des humains qui ont développé des pouvoirs de mutation extrasensorielle. Ça va de faire tomber la pluie à faire pousser des plantes, mais aussi, comme Will, à pouvoir lire des livres avec les doigts. Voilà. Euh, et les normes, qui sont bah, les humains sans pouvoir. Et dans ce monde-là, les normes sont un peu comme dans notre monde, c'était la surconsommation, l'overcapitalisme, la destruction de la planète, la pollution des océans, etc., etc. Hmm. Et quand les métas sont arrivés avec leur pouvoir, les métas ont commencé, après une période où ils se sont fait évidemment enfermer dans des labos, disséquer, latter la gueule, etc., ont pris le pouvoir et ont commencé à soigner la planète et se définissent comme étant le sommet de l'évolution de l'humanité. Et par Ok. vengeance, les métas sont en train d'asservir les normes et de voter, de placer toute l'histoire, le fil rouge du livre, le schisme, qui est la barrière physique qui séparera les populations normes d'un côté Hmm. du pays, en les privant de leurs droits, et voilà, bah vous avez trop fait de la merde, on vous laisse là, et puis bah, en plus, vengeance pour ce que vous avez fait à nos aînés. Et Will, il est né méta, d'une mère politicienne enragée par ce qui est arrivé à ses parents, grands-parents, et qui a décidé de monter, qui est à la tête, petit à petit, d'un parti extrémiste qui veut implanter le schisme. Et Will, il fait la rencontre l'été d'un jeune garçon qui s'appelle Balder, comme le dieu de la mythologie nordique, parce qu'on y revient toujours. Il s'appelle Balder et qui est un gamin norme. Et Will, on lui a dit, mais Hmm. faut pas que tu t'approches de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vont pas te regarder ils vont pas te regarder comme un être humain, ils vont te regarder comme un monstre, ils vont avoir peur de toi, etc. Mais ces deux petits garçons, ils se rencontrent, et Balder, bah, c'est le premier à appeler Will Will, et c'est le premier à le considérer comme un garçon, et il veut devenir son ami, et puis son don avec les mains, alors que les métas sont là, genre oui, enfin c'est bon, tu peux lire avec les doigts, moi je fais tomber des tempêtes, ça va, t'es un nul. Et Balder, le don de Will, il trouve ça incroyable. Et ils deviennent amis petit à petit. Will trouve un miroir de son identité, ils apprennent à se comprendre, et à travers Balder, ben, Will il se rend compte que sa mère elle ment, et ils deviennent amis, et ils deviennent très proches. Sa mère, elle refuse de reconnaître son identité.
Alors que les amis normes qui se fait reconnaissent son identité, et puis ben petit à petit, le schisme se met en place et Will, il grandit et Will, il doit faire des choix. Voilà. J'adore cette thématique du rapport aux différences, du rapport à l'autre. Je la trouve vraiment passionnante. Et là, dans la manière dont tu la proposes, c'est aussi extrêmement intriguant. Euh, Tu pitches bien, ça m'intéresse. En fait, j'ai écrit ce schisme, Motica, ça a été écrit pour deux choses. Ça a été genre, j'ai envie de voir m'amuser avec Wattpad et j'ai envie de m'amuser à écrire un truc fun parce que je sortais d'une saga de Ménestrel sur 3 tomes qui parlait de révolution et qui était horriblement dur à écrire, qui m'a pris Ouais, 2 ans qui de était ma pas vie. fun, quoi. Enfin, en tout cas, pas. C'était très fun, mais j'en suis Hmm. ressortie lessivée, j'avais besoin d'un truc plus léger. Et autant je voulais Ouais. partir sur un truc plus léger, mais aborder quand même avec Céline léger des thématiques lourdes et avoir des personnages qui sont plein de représentations. Parler d'univers que je connaisse mieux, parce que moi le métal et la mythologie c'est un peu mon truc. Autant Schisme, je l'ai écrit parce que cette année, cet été, le gouvernement européen a décidé que les lois par rapport à l'aide des jeunes enfants, des enfants, des adolescents trans, le vote de ces lois, suite à des pressions par les partis européens de droite, serait repoussé à peut-être 2027, voire 2029. Hmm. Notamment l'adoption de la loi qui permettrait d'avoir des traitements hormonaux qui ne sont pas des prises de testostérone et d'œstrogène, pas du tout, pour les enfants trans, serait repoussée parce que, bah, vous comprenez, on va pas toucher aux enfants, etc., etc. Hmm. Il y a plusieurs pays d'Europe dans lesquels ces traitements sont donnés, qui donnent de très bons résultats et qui ont notamment un effet, c'est le fait de faire baisser le taux de suicide, de tentatives de suicide et Hmm. d'automutilation chez les jeunes enfants et chez les adolescents, les 14-17 ans trans, bien en dessous de ce qu'on a chez nous. Parce qu'en France, les chiffres de l'année dernière sont sortis, c'est 83% des adolescents de 14-17 ans qui ont déjà attenté à leur jour trans, notamment suite à des rejets familiaux et à un manque de médication. Ce qui fait que toute une Ouais. loi qui aurait pu permettre une normalisation a été balayée parce que tu as cette épouvantail de la transidentité qui s'est fait. Moi, je vois, étant fils d'un grand-père député communiste et petit-fils d'un grand-père député communiste et fils d'un père qui est élu communiste aussi, et qui sont des gens qui sont très dans le social et dans l'éducation, je vois Hmm. cette scission sociale et je vois ce dialogue qui se creuse petit à petit. Et ce livre, il est venu d'une nécessité de représentation et j'avais envie de représenter le parcours d'un jeune homme. Je suis pas apte à parler du parcours d'une jeune femme trans, d'un jeune homme trans, dans ce qu'elle a de d'euphorique quand tu peux enfin prendre la mesure de qui tu es et de tout ce qu'elle a de normal et de tout ce qu'elle peut avoir de beau et de tout ce que Hmm. ça implique. Donc en fait, c'est vraiment à travers cette histoire de ce personnage qui, bah, je spoile pas, mais qui vit sa vie et qui vit sa vie avec son ami et qui apprend qui il est et qui voit le pays dans lequel il est se fracturer. C'est vraiment toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, genre comment est-ce que j'appréhende un corps qui m'échappe et qui ne correspond pas à ce que moi j'ai dans la tête, quelles sont les solutions à mettre en place, qu'est-ce que ça donne quand une personne ne reconnaît pas mon identité, mais qu'est-ce que ça donne quand une personne reconnaît mon identité, qu'est-ce que c'est que la prise justement de ces bloqueurs hormonaux, qu'est-ce que c'est qu'etc, etc. Pourquoi, comment est-ce que tu vas parler de sexualité quand tu es un ado trans? Comment est-ce que tu envisages ça? Voilà. Et tout le côté, oui, mais en même temps, c'est un ado. Et c'est pas, même si c'est important parce que c'est son identité, c'est pas au centre de sa vie, parce qu'au centre de sa vie, c'est les gens que j'aime et ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je Et voulais représenter ça de vas-y. manière normale. Voilà. C'est hyper touchant de voir le
en tout cas là dans cette histoire-là, quelque part l'euphorie que tu décris quand on comprend son identité et qui on est et, et finalement qu'on comprend la place qu'on estime avoir dans le monde dans lequel on vit. Et, euh, et tu vois, je trouve que en fait, ce qui est super aussi dans les thématiques que tu abordes, c'est que en fait, même moi qui suis du coup concerné pas directement par ces sujets de transidentité, bah, en fait, je trouve ça hyper touchant parce que le message de fond, tu vois, ce rapport à qui on est et quelle place on a, je le trouve hyper intéressant. Et je trouve que du coup, c'est super bien de pouvoir se familiariser avec des sujets importants au travers d'autres thématiques aussi. Je sais pas si je suis très clair parce que j'ai Non, j'ai mais du mal à en mettre des fait, le mots truc, c'est exactement sur ce que que tu partages le, et je trouve ça super, le, voilà. à partir du moment, mon professeur de scénario, tout comme pas mal d'auteurs, ont tendance à dire que plus tu touches au personnel et plus tu touches à l'universel, et Hmm, je pense que la thématique de se trouver, elle est vraie pour tout le monde. exactement. Et tu vois, ça sent en fait quand tu le partages que ça a une place importante au-delà de toutes les thématiques qui y sont rattachées. Et je trouve que, en tout cas, tu décris bien ce qui marche aussi dans les histoires, ce côté d'avoir une intention qui est voilà très personnelle mais universelle du coup, et de la Ouais, décliner aussi au travers de différents thèmes qui viennent toucher différents sujets et qui sont d'autant plus actuels. Le discuter du rapport aux différences, à l'identité, à la place qu'on a dans ce monde, elle a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Et, ouais. euh, et Bah c'est, parce ouais, que franchement, dans ce bouquin, je le fais beaucoup fact-check par mon père qui lui du coup est acteur politique depuis des années et qui hmm, peut justement me dire quels sont les mécanismes de la politique. J'ai aussi un ami qui bosse dans les médias par rapport aux mécanismes de mensonges médiatiques parce que ouais, tout le livre est traversé justement par une volonté des médias de déformer la réalité au travers de plein de choses et ce qu'on peut voir de nos jours avec une espèce de vendetta envers tout un tas de minorités qui est pas du tout à prendre à la légère, d'une désinformation totale et c'est ça, le Will lit avec les mains. Et Will, il lit avec les mains et il hmm, lit avec les mains, mais pas seulement sur les livres. Il peut ingérer tout ce qu'il y a dans les ordinateurs, dans les téléphones, etc., etc. Et il a accès à tous les textes. Et euh, et du coup, il se rend compte que beaucoup de gens mentent et ça le rend fou. hmm, Et à travers tout le livre, plus encore que sa recherche d'identité, Will, il est à la recherche de la vérité. Et il se rend compte que bah, la télé, elle ment, Internet va te mentir et que les médias mentent. Et le personnage, petit à petit, plus il se trouve, plus il se positionne par rapport à sa quête de la vérité et au fait de dire, mais si personne l'a dit, moi je vais la dire. hmm. Ça, c'est j'aime beaucoup cette ambition de vouloir aussi, au travers de ces textes, d'inviter les gens à se poser des questions. Tu vois, d'apprendre à entendre ce qu'on peut dire comme étant des questions ouvertes auxquelles c'est aussi à nous de trouver les réponses, plutôt Ouais. que d'ingérer sans réfléchir tout ce qu'on peut nous dire. Euh, et ouais, je sens ça aussi. Putain, C'est c'est pour fou, ça franchement, que c'est pour ça que franchement, ça donne vraiment envie de lire. bah merci, mais c'est pour ça aussi que le choix de faire de Will un enfant, un ado, au-delà de Ouais, pouvoir suivre tout son parcours, c'est parce qu'il se débarrasse petit à petit. Déjà, il se débarrasse de sa naïveté, il se rend compte de l'ampleur des choses. Il peut ouais, et tu as cette espèce de d'innocence arrachée du j'ai cru à ça et en fait je me rends compte ouais. de l'horreur dans ce dans quoi je suis. Puis il y a aussi le fait que c'est vachement plus facile de faire sympathiser des lecteurs qui seraient pas forcément sympathisants avec un gamin qu'avec un adulte. Parce que bah, c'est Hmm, difficile d'haïr un gosse. Mais du coup, il y a tout ce truc du c'est encore plus présent chez lui de se dire ah ouais, d'accord. Donc là, on m'a menti. Et cette espèce de hmm. truc où bah, d'un coup le Père Noël il n'existe pas quoi. Ouais, le Et là miroir tu se remets en brise question. C'est ça. et ouais. Ouais. Ça, c'est trop cool. C'est trop cool comme thématique. J'étais déjà bien emporté par le vampire qui vampirise pas, mais là, je trouve Ouais. ça, je trouve que le niveau, enfin, ça après, c'est peut-être là. Je sens aussi que l'intention que tu mettais derrière les deux romans était pas le même,
mais Ouais, là, passionnant. Franchement, les enjeux sont vraiment beaucoup plus, hmm. politiques, dans le sens où, euh, tu Ouais. vois, en France, tes souhaits, tu vois, en Ouais, c'est France, mon chien, hop. Je t'écoute toujours. tu vois, en France, bah, il n'y a pas de mise en avant de ces textes. Aux États-Unis, il y a un auteur best-seller New York Times, blablabla, qui s'appelle Hayden Thomas, qui a fait 2 livres, dont le premier, Cemetery Boys, a très très bien marché. Pareil, best-seller New York Times, top sales, etc., tout ce que tu veux. Et qui parle d'un ado trans qui se retrouve à affirmer sa place dans une famille hispano qui sont des passeurs de fantômes. Et, euh, et du coup, son livre a super bien marché. Il est vendu partout. En même temps, les chiffres de vente aux US des romans et des représentations LGBT sont démentiels par rapport à la France. Euh, on a vraiment un gros retard là-dessus. Et en fait, ce livre, je l'ai retrouvé par hasard au fin fond d'une librairie, dans une étagère spécialisée, et c'est tout. Il y a une librairie à Bordeaux qui le vend, et le livre, il a cartonné aux États-Unis, mais en France, les thématiques n'intéressent Pas du tout. pas, c'est pas mis en avant. Alors qu'en réalité, le bouquin, il s'est pas juste vendu aux US auprès de la population queer. C'est pas vrai, tu vois. Tout comme le chant Hmm. d'Achille ne s'est pas vendu qu'à des gays. Bah, non, Hmm. c'est pas le cas. C'est juste le bouquin est bon, il parle d'une thématique, ça fait partie du personnage, et il est mis en avant comme étant un bon livre. Et là, pour le coup, bah, il est même pas vendu, il est même pas vendu de manière correcte, alors que vu le nombre d'imports, parce que là, je regardais les chiffres, lors de l'Observatoire de l'imaginaire, qui donne des conférences aux Utopiales depuis 2018 tous les ans, Hmm. sur l'état des ventes de livres en France, font état que en 2024, la production française de livres sur ce qui est vendu est passée de 66% de la production, c'était des Français en 2020. En 2024, c'est plus que 40%. Donc ça veut dire que Ça, plus de c'est un truc de fou, 60% de ça. ce qu'il y a sur les étals, c'est des livres des US. Donc, on est des Ouais, ça, gros c'est. lecteurs des produits d'import US, mais malgré tout, ces produits-là ne sont pas mis en avant comme les autres. Ouais, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. D'où l'importance aussi de promouvoir et de partager ce qu'on peut écrire en France, parce que c'est. Ouais, mais c'est fou, par contre. C'est vrai, tu vois, j'avais pas cette. Tu vois, c'est le bouquin dont tu parlais, c'est malgré que ça soit un best-seller, en fait, je connaissais pas. Je connaissais pas. Bah, je l'ai Mhm. lu, j'ai eu la chance, j'ai la chance de pouvoir lire très correctement en anglais. Je l'ai lu dans les deux versions, parce que je me suis dit tant qu'à faire, c'est vraiment un très bon bouquin. Nonobstant Ouais. la thématique est beaucoup plus basée sur ce côté lien au fantôme et perte, ce refus de vivre ou de mourir. C'est basé vraiment autour de cette espèce de fantôme et de départ, de deuil, que autour de la transidentité du personnage. Ça fait partie de Ouais, son. mais c'est ça, mais c'est ce que tu as dit, c'est qu'en fait, avant tout, c'est des bonnes histoires avec de bons personnages. Et toi, quand tu parlais de schisme, typiquement, en fait, quand je t'entends parler, même si je sens que ça a une place importante dans la thématique, en fait, j'ai oublié que tu parlais de ça. Ouais. Ce qui m'a aussi touché, c'est tout ce que tu amènes sur le rapport à l'identité, trouver sa place, les déconstructions qu'on peut faire aussi de toutes les injonctions, les croyances avec lesquelles on grandit. Et ça, au-delà des thématiques qui sont traitées à l'intérieur, quelque part. Et c'est ça qui est trop cool. Et ouais. Bah, le Ouais. truc, c'est que si tu parles de quelque chose qui te touche et que tu essayes de faire un pas de côté, et maintenant bah, j'ai 36 ans et ça fait déjà pas mal de temps que j'écris, mais que je traîne dans différents milieux, bah, en étant tatoueur, en étant dans le milieu de la musique, en étant dans pas mal de milieux artistiques, en ayant un peu traîné dans le milieu de la politique, tu te rends compte que si tu fais un pas de côté et que tu parles des choses de manière fun et didactique, ça touche beaucoup Hmm. plus les gens. Donc, quelle va être Exactement. mon approche fun et didactique pour que ça touche? C'était aussi le but, c'est comment est-ce que en parlant du personnel, toucher à l'universel, qu'est-ce qui va rassembler, qu'est-ce qui moi m'a touché, et qu'est-ce qui au fond est important? C'est quoi le fond de la Hmm. chose? Et le fond, c'est
on a tous le droit de prendre notre identité pour nous et de la revendiquer, quelle que soit notre identité. Ça peut être une passion qu'on a, ça peut être la personne qu'on est, ça peut être notre physique, ça peut être une chose qui nous tient à cœur. Quelle que soit notre identité, de l'affirmer, de la revendiquer et de remettre en question les choses qu'on nous sert et de déconstruire, effectivement, comme tu le disais, des présupposés qu'on va avoir. Et à partir de là, moi j'ai un peu construit ce récit dessus, mais la volonté, effectivement, c'est de toucher à l'humain. J'aime Oui. profondément l'humain et je veux croire que même les personnes avec qui je ne suis pas d'accord sont des gens qui, c'est mes antagonistes, ils ont raison du côté de leur histoire. Et Mm. moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Est-ce qu'on peut pas juste se parler? Et c'est pas en rejetant les personnes qui me rejettent ou qui ne pensent pas comme moi que qu'on peut arriver avec un consensus où tout le monde puisse vivre chacun de son côté. La pédagogie, le fun, le fait d'humaniser les choses, le fait de donner aux gens une personnalité, le fait de donner une voix aux personnes qu'on n'entend pas forcément et le fait de considérer comme normatif des trucs qui ne sont pas des drames, c'est peut-être aussi, par la pédagogie, la voie de la paix sociale, à mon sens. Ouais, tout à fait. Je te rejoins totalement et je trouve que tu le résumes très bien. Euh, et c'est et c'est aussi pour ça que c'est important que les gens écrivent quelque part, parce que c'est aussi par la multiplicité de toutes ces histoires qui parlent de thématiques qui se regroupent souvent, qu'elles prennent de l'ampleur et de l'écho et que elles sont entendues par toujours des gens différents dans des sphères différentes et que tout ça se croise et que tout ça évolue. Et, euh, et ouais, je trouve que tu l'as très bien résumé. C'est, Mm. on en parlait parce que je suis fascinée par la thématique du complot, du complotisme. Pas des Mm. complots en eux-mêmes, je m'en fous, mais comment est-ce que tu peux te retrouver enfermé dans une chambre d'écho telle que tu vas te retrouver à nier le reste? C'est fou, ouais. Et C'est intellectuellement, c'est hyper intéressant. Ouais. intellectuellement, c'est hyper intéressant. Et comment décrire le fait de se rendre compte qu'il y a autre chose? Et c'était pour ça que, justement, ça parle de cette rencontre. C'est Will, il a 11 ans quand il rencontre le personnage de Balder, et ça fait depuis qu'il est tout petit qu'on le prévient contre ces gens-là. Et d'un coup, il se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas du tout ce qu'il aurait pu projeter sur lui. Et il est Mm. perdu, il sait pas du tout comment faire. Et il est perdu, et là où le personnage a cette facilité, c'est que comme il lit beaucoup, il a cette curiosité, parce que bon, on prêche pour sa paroisse aussi, hein, les livres, c'est la vie, quoi. Mais il a cette curiosité de dire, ok, ça j'ai pas compris, je veux savoir. Voilà. Et cette espèce Mm. d'ouverture de quelqu'un qui vient t'ouvrir une autre porte qu'on t'avait même pas dit qu'elle existait. Mm. Et ça, j'y crois profondément. J'y crois profondément et c'est une thématique que j'aime beaucoup dans mes bouquins. C'est si jamais, euh, si jamais, si jamais t'y crois, si jamais tu montres que ça existe, si jamais t'en rêves, c'est que ça peut exister parce que tu l'as déjà imaginé. Mm. C'est hyper. J'aime beaucoup ce message positif. Mm. Bah, Et on peut pas toujours être triste. Genre, ben il faut non, aussi et un au peu contraire, d'espoir, tu vois, tu vois. c'est ça exactement. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça aussi euh, je sais pas, moi, je suis un peu un fan aussi, tu vois, quelle que soit l'histoire ou le film ou le livre que tu lis qui au premier abord paraît toujours parfois ou souvent déprimant, je trouve que derrière, il y a toujours beaucoup de messages d'espoir, quoi. Et, euh, Mais tu vois, et je crois pas forcément au happy end parce que des fois il faut aussi que pour moi faut que bien les fins sûr. servent l'histoire. Faut que les fins servent l'histoire, c'est si Oui. jamais j'ai besoin de choquer le lecteur pour faire un espèce de cautionary tale, un warning, il faut parfois que l'histoire elle se termine mal et parce que à la fin la personne elle va se dire bon c'était tellement injuste que j'avais pas envie de voir ça dans ma vie. Ça peut arriver. Par contre, faut que ça serve l'histoire et je t'avoue, le Kill Your Gays, Bury Your Gays, qui est donc la trope médiatique de dire que les personnages LGBT vont forcément finir dans le broyeur à viande à un moment parce que c'est rigolo et que c'est comme ça que 90% des représentations des personnages LGBT se sont retrouvées pendant plus de 30 ans dans tous les médias.
on peut peut-être dépasser la chose. Et les personnages queer et les personnages de toutes les minorités, les personnages racisés ont eux aussi droit à leur happy end. Hmm. Tu vois. Et tu peux leur donner et tu peux servir le propos. Donc c'est vrai que j'ai tendance à essayer de servir le propos de manière à pas condamner les minorités parce que bah, ça rend bien dans l'histoire, quoi. Je comprends. Je comprends. Et une question qui me revient là avec tout ce que tu as partagé. euh, et je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi Wattpad pour partager tous ces écrits plutôt que, ouais, plutôt que le reste, quelque part. Parce que j'arrivais pas à me faire publier. Eh bien, Non, tu vois, c'est... parce que en Vas-y. fait, euh, moi je suis tatoueur, je fais Hmm. plein de trucs dans ma vie, j'ai quand même une vie qui est pas mal occupée. Moi, mon but, c'est j'écris pas, j'écris parce que ça me plaît, mais j'écris parce que à un moment, j'ai pu me rendre compte de choses dans ma vie qui m'ont été offertes par des œuvres et par des artistes qui m'ont forgé en tant que personne que moi je suis, et c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir aux gens d'après. Je me suis rendu compte, je vois mon apprenti, c'est pareil, c'est un petit gars trans qui se retrouve devant un gap générationnel où il a personne. On a ouais, 20 ans de différence. Non, pas 20 ans, on a 15 ans de différence. Il se retrouve face à un gap générationnel où il y a pas d'adulte, entre guillemets, et, pour lui montrer que bah, tu peux avoir la vie peut aussi bien se passer, tu peux avoir une sérénité. Il a pas forcément grandi avec des représentations. Hmm. Et moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver face à des super bouquins, d'avoir une famille qui était d'un des deux côtés super ouverte, de rencontrer, pas en vrai, mais de me retrouver face à l'image de David Bowie, face à ce questionnement du genre, face à plein de trucs. Et j'ai envie de pouvoir amener ça, de pouvoir continuer cette chaîne, de pouvoir continuer ces maillons de la chaîne. Et en fait, pour moi, publier, c'est aller chercher des personnes qui pourraient avoir besoin de ça ou pourraient être ouverts à ça et continuer cette chaîne. Le truc, c'est que moi, ce que je veux, c'est pas gagner de l'argent avec mes livres et en faire mon métier, parce que vu le temps que j'y passe, je considère que c'est déjà mon métier. Moi, ce que je voulais, c'était d'être lu. Et comme j'arrivais pas à me faire publier pour différentes raisons, bah en fait, j'avais besoin de toucher un lectorat. Et sur Wattpad, il y a un lectorat. Et donc, bah, je me suis dit, bon, bah, est-ce que ce que j'écris, parce que j'ai écrit pendant très longtemps pour moi, est-ce que ce que j'écris peut toucher ce lectorat? Est-ce que je peux connecter avec ces gens? Est-ce que ça a du sens? Et dans ce cas-là, bah, comment ajuster ce que je fais? Est-ce que ce serait pas aussi une manière d'apprendre, de partager et d'apprendre des retours des lecteurs, etc., etc. Donc pour moi, c'est autant une manière de partager ce que je fais, de trouver ces lecteurs-là, bah, comme je ne peux pas me faire publier pour le moment, je n'ai pas été publié, de pouvoir ramener quand même des avis de lecteurs sur ce que je fais et de pouvoir connecter avec des gens qui pourraient être intéressés par ça. Parce que l'avantage de Wattpad, c'est que si jamais ça te plaît pas, tu fermes le chapitre. Et genre, t'as toujours un taux démentiel de gens qui voient les tags sur tes trucs de premier chapitre, et bah t'as une personne sur deux, ça l'intéresse pas, c'est pas son style, c'est pas son truc, c'est pas l'histoire que la personne cherchait, donc la personne elle se barre, elle ferme le livre, quoi. Mais c'est normal, t'as rien à payer, donc tu t'en fous, tu vois. Et pour moi, bah, les gens qui restent, c'est les gens qui connectent, et bah, c'est des lecteurs avec qui je peux échanger, et c'est hyper cool parce que bah, j'échange beaucoup avec mes lecteurs là-dessus. La communauté de Wattpad, elle est hyper mimes. Et, et vraiment, c'est un beau lieu d'échange et c'est un beau lieu d'apprentissage pour moi. Je vois très bien ce qui marche ou ce qui marche pas. J'ai des chapitres où j'étais persuadée que ça allait cartonner, où je me suis pris des fours de fou avec des retours où mes lecteurs étaient là, genre, ouais, moins. Et des chapitres où je me suis dit ça, je vais le publier, je vais me planter. Et au final, j'ai eu des super bons retours. Je vois ce qui marche et quand j'écris, en fait, quand j'écris, je le mets sur Wattpad. J'écris pas forcément pour Wattpad, j'écris pour écrire mes histoires et j'aimerais beaucoup en faire publier, mais j'ai quand même le crash test Wattpad de la communauté que j'ai qui suit ou non en fonction de ce qui les intéresse, ce que j'écris. Et du coup, bah, ça me permet quand même de partager ça et de pouvoir avoir ce lien avec les gens qui pourraient être touchés par ça. Comme il n'y a aucune obligation, bah, en fait, ils lisent ce qui les touche et voilà. Et d'ailleurs,
je trouve ça trop bien que tu fasses ce partage parce que ça casse aussi un peu le mythe on peut raconter de très bonnes histoires quel que soit l'endroit où on les publie. Et je trouve Ouais, que moi, c'est j'ai lu important de des le dire. pétabangers sur Wattpad, il y a des trucs. Alors, tout le monde peut écrire, mais en même temps, tout le monde écrit. Et après, tout le monde peut écrire. Il y a des trucs qui sont plus ou moins faits pour ça, qui sont plus ou moins accessibles. Il y a des trucs qui plaisent, ça plaît. Bah, ça plaît, ça marche très bien. Ça plaît pas, bah, ça plaît pas. Soit c'est pas fait pour la plateforme, soit c'est pas les bons tags, soit c'est pas. Mais en fait, j'ai lu des sacrés bangers sur Wattpad de trucs qui étaient mais des romans de fantasy incroyables. J'ai une amie qui écrit un roman de chevalerie qui a tout mis sur Wattpad. C'est pareil, elle s'est forgée une communauté mais de dingue et son bouquin tabasse, c'est incroyable ce qu'elle écrit et c'est elle est reconstitutrice d'histoire médiévale et donc tout est accurate Incroyable. jusqu'à la dernière pièce d'armure. Elle a tout mis sur Wattpad et là elle en est à son troisième bouquin sur Wattpad, ça bang, c'est incroyable, C'est fou. ça marche trop bien. Donc ouais, il y a plein de trucs hyper bien et il y a des trucs qui sont pas ma cam, mais de toute façon, moi je pars du principe que si c'est lu et que ça trouve un public, c'est pas à moi de juger de la qualitativité, c'est juste que ça me parle pas à moi, quoi. Exactement. Et puis en fait, je trouve que derrière ça, on oublie quand même aussi souvent le courage qu'ont les gens de partager, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelle que soit la qualité ou quel que soit l'avis qu'on peut en avoir, parce que ça reste à la fin quand même subjectif à mon sens. Euh, Faut pas oublier le courage qu'ont les gens d'avoir quand même écrit quelque chose, de l'avoir partagé. Et ça, c'est déjà très bien, je trouve. Mais tu vois, ça me donne aussi un recul par rapport au retour des éditeurs, euh, Et ouais. par rapport à certains retours des éditeurs, parce que par rapport au retour des éditeurs, par rapport à ce que pourrait en penser un certain public, tu vois. Mm. Parce que Motika, il est écrit d'une manière un peu particulière, parce que le personnage principal, il part un peu dans tous les sens quand il pense. Et j'ai reçu un retour éditorial notamment qui me disait l'histoire est bien, mais il faut que tu changes la manière d'écrire parce que le public y accrochera jamais, ce sera trop dur pour le public de le lire. Et en fait, c'est pas du tout les retours qu'en font la communauté de Wattpad qui le lit, parce que justement, eux, ils restent pour ça, parce que ça les fait marrer. Et du coup, je sais que si jamais je me fais publier, j'ai pas forcément envie de changer ce qui a plu. Les éditeurs, c'est leur métier, ils savent, ils ont raison sur certains trucs, et ils ont raison sur certains trucs, c'est normal, c'est eux qui publient les livres, ils savent ce qui marche. Mais je le prends avec un peu plus de recul maintenant, parce que je vois aussi ce qui a touché les gens. Exactement. Et c'est super que tu partages là ce recul sur le monde de l'édition, parce qu'il y a, à mon sens, c'est vraiment, tu vois, deux parties distinctes quand même dans le processus de création d'une histoire. Tu as toute la partie artistique. Alors j'entends évidemment, je prends la posture de quelqu'un qui écrit quand même pour lui, avant tout, même Hmm. si tu as évidemment l'envie d'être lu, etc. Mais quand tu as envie d'écrire pour toi, à mon sens, il y a quand même deux étapes, hein. Tu as l'étape artistique qui vise à arriver à un manuscrit qui est terminé, qui porte l'intention première que tu avais avec ce livre, avec une histoire cohérente, des personnages cohérents et quelque chose dont tu es fier. Et après, tu as la posture que je qualifierais presque de commercial et marketing, qui est toute l'aventure éditoriale. Et là, forcément, bah ouais, il y a des questions qui est, ok, quel public je vise, comment je lui parle. Et tout ça, c'est une posture qui est quand même très différente. Et je pense surtout aux primo-auteurs quand je pense à ça, mais c'est important de ne pas laisser cette seconde partie parasiter la première, parce que ça peut vraiment à la fois te miner le moral et à la fois t'envoyer sur des chemins qui sont pas le tien, quoi. Et c'est vachement dur de naviguer sur un chemin qui est pas le tien ou sur lequel t'es pas forcément à l'aise. La Voilà. Estelle Faye, quand c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai la chance d'avoir côtoyée, m'avait dit un truc, c'est euh, faut que toi t'écrives ce que t'aimes et tombe sur la personne qui veut publier le même livre que toi tu écris. Ouais. Mm. Et après, je pense qu'on sait tous, et j'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens qui sont bien intégrés dans ce milieu, que c'est très compliqué.
Bien notamment le sûr. secteur de la fantasy en ce moment, c'est très compliqué, enfin, les chiffres de Edistat sont très Oui. parlants à ce sujet. Mm. C'est très compliqué de tirer son épingle du jeu. Là, les chiffres de la représentation, je regardais, c'est 3,4% de la représentation médiatique, c'est la SFF. Donc, on est Ah, vraiment, enfin, putain, c'est c'est un vraiment le truc de fou. secteur qui est absolument pas représenté. C'est un secteur il y a de plus en plus de petits éditeurs qui ferment, les petits éditeurs qui veulent de moins en moins prendre des risques. Et en fait, Et ouais, moi, je constate un lissage de l'art et un lissage de ce qui est produit, comme si, parce que tout se casse la gueule, bah, en fait, ouais, les éditeurs, ils veulent publier ce qui va marcher sans se dire que bah, ils peuvent sortir des sentiers battus. Et même ouais. sans parler de ce que moi je fais, c'est pas extrêmement important, mais j'ai eu la chance de lire, bah, on parlait d'Orlan Escoffier, j'ai eu la chance de lire un roman Mm. qu'elle n'arrive pas à caser depuis 3 ans, qui est un roman qui est formidable, qui s'appelle Particules, et où malgré le fait qu'elle publie et que ça marche bien pour elle et que bah son roman là il est en bonne son roman Milarca, bah, pour les prix de l'Imaginal, ça se profile bien, etc. Félicitations à elle. En même temps, elle écrit d'une manière incroyable. Malgré tout, ce roman là, bah, il est considéré comme étant trop risqué. Du coup, bah, les éditeurs, malgré sa crédibilité, ils ont fait ah ouais non, tu vois. Et c'est même pas une primo-autrice, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Ouais. Et Mm. il y a cette espèce de lissage, alors que c'est plus intéressant que la majorité des choses qui se vendent. Moi, je vais pas mentir, je ne lis plus que très peu de productions françaises. Mm. Parce que j'ai l'impression que sous principe de pas perdre des parts de marché, il y a peu de risques qui sont pris et Mm. qu'il y a peu de diversité, qu'on propose très peu de diversité. Donc Et j'importe c'est mes bouquins, quoi. ouais. Et puis c'est ce que tu dis est hyper intéressant et je te rejoins. Et en fait, c'est dommage parce que c'est oublier que le principe même de l'art et de la créativité, c'est en fait de sortir des sentiers battus. Et quand tout devient lisse, quelque part, tu racontes toujours la même chose. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'encourage les gens à oser quelque part embrasser l'unicité qu'ils portent parce que euh, c'est comme ça que tu touches vraiment à quelque chose à la fin dont tu es fier et à mon sens qui résonne vraiment avec les gens. Mais tu vois, Et, tous les bouquins, et ouais, t'as qu'à regarder, tous les bouquins sont pas La Maison des Feuilles ou Les Jardins Statuaires, tous les bouquins bizarres vont pas finir aussi bien banger sûr, que ça, tu vois. Mais le bien truc, c'est sûr, que bah, si jamais personne les avait édités, on n'aurait pas su qu'ils marchaient, tu vois. Et c'est un moi, truc de fou. j'adorerais le moment où il y a quelqu'un qui va dire, bah écoute, Banco, Orlan, on publie ton livre parce que bah oui, c'est un Mm. banger, moi j'y crois, tu vois. Et en vrai, La Maison des Feuilles est un excellent exemple, hein, parce que là, on est vraiment, on touche sur, c'est presque, enfin, c'est vraiment quelque chose d'artistique. Enfin, au-delà, ça va au-delà de l'écriture, tu vois. La forme a une importance. Enfin, c'est dingue, tu vois, d'avoir créé ça au-delà de l'écriture, d'avoir créé Ouais. ça et que quelqu'un ait l'idée de le publier. Je trouve ça génial. Et voilà. Et c'est vrai que sans quelque part là, on est à l'extrême de la créativité. Oui, oui. Euh, et et sans aller jusqu'à à cet extrême, je pense que c'est important de s'autoriser notre créativité quelque part. Mais je crois que Ouais. le truc, les refus éditoriaux que j'entends, que ce soit les miens ou ceux de mes amis, qui sont les plus fréquents, nonobstant, je pense, une peur d'avoir des choses qui sont trop tranchées en termes de peut-être représentation, ce que je peux comprendre dans le monde actuel, mais les retours que j'entends le plus, c'est lisse le texte. Lisse le Ouais. texte, moins de personnalité dans Ouais. le texte. Lisse le texte, sujet, verbe, complément, phrase courte, lisse ton texte. Et Ah ouais, je suis d'accord avec toi, hein, ça fait C'est j'ai commentaire que ouais, je suis pas hyper fan, j'avoue. parce que le truc, Mais c'est que
Moi, j'ai été élevée avec des bouquins, alors des bouquins très. J'ai été élevée avec des bouquins forcément formidables que ma grand-mère pouvait me sortir parce que en tant que prof de littérature, elle savait trouver les trucs qui allaient m'intéresser. Mais tu vois, genre, moi, j'imagine toujours des textes en mode Daniel Pénac qui serait lissé. Je me dis, mais ce serait trop chiant, tu vois. Et que ce genre de truc, c'est genre, est-ce que du coup, on a la chance d'avoir une langue, après l'anglais aussi est magnifique et sert très très bien sert très très bien sa forme, mais on a la chance d'avoir une langue qui est quand même mondialement reconnue comme étant une langue avec un vocabulaire extrêmement fouillé, extrêmement varié, avec une musicalité qui est une langue de poésie qui fonctionne très bien. Ça peut donner à cette forme de texte quelque chose de forcément formidable à maîtriser, parce que forcément, si tu vas trop loin, tu fais, oui, des fois tu peux noyer ton texte, bien sûr, mais Bien sûr. c'est un outil, cette forme, qui peut servir le fond aussi et auquel je pense il faut s'attacher. Et je ne crois pas au fait de devoir lisser la forme pour faire ressortir le fond, pas toujours. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. Et effectivement, après, vient l'enjeu de, oui, c'est bien beau de dire non, mais en fait, je fais comme ça parce que je suis créatif et je respecte pas les règles. Derrière, tu as aussi forcément, quelque part, pour briser les règles, il faut aussi en connaître un petit peu les codes. Euh, ouais, c'est bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, autorisons-nous en conscience à faire des choses qui sont parfois pas faites, quoi, quelque part. C'est ça. Et, Et le truc, et c'est ouais, que pour moi, je vois, il y a des très belles choses qui sortent, hein. Tout ce qui va, évidemment, les bouquins de Elsel sont formidables. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir, ce qu'a fait Thibaut Lafargue, le bouffon de la couronne, qui ouais, en a mis aussi, est formidable. Les bouquins de Morgane Cossarieux sont des beaux ovnis, etc. Et le truc, c'est que c'est pareil, ce que fait Stéphane Plateau, qui est un barde devant l'éternel, sont des trucs incroyables. Mais le truc, c'est que, ou les belles choses que peuvent sortir Florian Soulas. Néanmoins, euh, t'as trop peu de pépites d'inventivité où moi, j'aurais jamais pensé me dire que devant tant de livres, je pouvais m'ennuyer, quoi. mm, Et peut-être que c'est très désillusionné de dire ça, mais je m'ennuie un peu devant des propositions qui sont parfois trop lisses et où je voudrais pouvoir voir de la diversité dans ce paysage, mais de la diversité même de style, tu vois. Au pire, si j'aime pas, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui l'aura fait, tu vois. ouais, exactement. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien me dire quand je lis un bouquin, c'est putain, j'aurais jamais réussi à écrire ça. Tu vois, genre, Ouais, tu touches à quelque chose de tellement unique où tu dis putain, mais attends, le gars a vraiment réussi à mettre les mots dans cet ordre-là pour dire ça. Et ça me fait ressentir ça, je trouve ça dingue. J'ai pas ouais, d'exemple là qui me vient comme ça. Si par exemple, tu vois, Damasio, moi, m'avait mis un peu cette claque-là, de ouais, dire, quand je le lisais, je me disais, ah ouais, je serais pas capable de faire pareil, tu vois. Il y a ouais. certains auteurs, parfois tu les lis et ça enlève rien à leur talent, attention, hein. Tu les lis, tu dis, peut-être que j'arriverai à faire la même chose. Alors je dis ça de manière volontairement un peu arrogante, tu vois. Je sais que c'est pas le cas, mais voilà, je trouve que j'aime bien ce truc de me dire, waouh, ça, je serais pas capable de le faire, quoi. En Et fait, le truc, c'est que ouais, je, ouais, tu sais, genre, il y a la multiplicité de l'humain est tellement belle qu'il peut y avoir tellement de moyens de dire la même phrase en fonction des gens, et j'aimerais pouvoir voir exactement. ces différents moyens de dire la même phrase en fonction des auteurs qui l'écrivent. Chacun a sa musique Ouais, interne, et j'ai envie de lire cette musique. ouais. Ça, ça rejoint quelque chose que tu as dit tout à l'heure, je sais plus dans quel cadre, mais tu évoquais le fait que, en fait, à la fin, on est des passeurs d'histoire, tu vois. On, on lit, on est inspiré par des choses, et à la fin, on en fait quelque part notre tambouille interne, et on partage cette histoire ensuite à d'autres. Et c'est ça qui est super beau, c'est qu'en fait, depuis des siècles, et toi qui as été beaucoup inspiré par les contes et les mythologies, euh, toutes les histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est déjà des thématiques qui ont été abordées à cette C'est époque-là. ça.
Et pourtant, ça marche toujours autant. Et pourtant, on trouve toujours de nouvelles manières de faire. Et, euh, et j'aime bien aussi voir l'écriture et le fait d'oser écrire, tu vois, vraiment au sens propre, comme une manière de continuer à transmettre ces histoires. C'est comme une responsabilité qu'on porterait de Ouais. dire j'ai besoin de faire passer ce message et de continuer à le faire passer parce qu'il y a des gens avant moi qui me l'ont fait passer, tu vois. C'est ça, mais c'est l'euphorie Mm. l'euphorie du passage de témoin. Ouais, Tu vois, pendant très exactement. longtemps, j'avais préparé une espèce de petite d'essai très très long parce que j'avais tenu un blog pendant 2 ans sur ce thème, Hmm. qui était le thème des différentes versions et des différents mythes de La Belle et la Bête. Hmm. Qui est un thème que tu retrouves de la Grèce antique, dans les pays celtes avec la légende de Tamlin, que tu retrouves avec à l'ouest du soleil, à l'est de la lune en Norvège, que tu retrouves que tu retrouves jusqu'en Inde dans certaines de ces versions, et chacune de ces versions qui reprend le même fond, mais avec une forme différente. Et Hmm. où au final tu vas te retrouver toujours devant cette espèce de schéma qui va être porté par une histoire qui a, mais bah, du coup, plus de 2000 ans. Là, les traces C'est sont ça. très très lointaines, et où du coup, tu peux te retrouver à redire la même histoire qui va t'attacher, qui va marquer différents peuples, qui va marquer différents trucs. Alors, et les gens en ont pas marre, sinon elle serait pas racontée depuis 2000 ans, elle nous fascinerait pas à ce point-là. Mais pourtant, La Belle et la Bête, enfin, ce thème du monstre sauvé par l'acceptation et l'amour de insérer ici jeune fille sorcière, voilà. Euh, et quand même une histoire qui est, enfin le lien vers l'humanité et l'amour l'amour qui dépasse l'image, c'est une histoire qui est racontée depuis 2000 ans. Et, euh, Exactement. et les gens ne s'en lassent pas, parce que cette histoire, elle est ancrée dans l'humain. Elle Mm. touche à quelque chose de tellement fort, et pourtant, et tu peux la raconter, la re-raconter, la re-raconter. Mais il faut trouver ta forme. Chacun a le droit de donner sa forme. Et on ne fait que raconter la même histoire. T'as qu'à regarder C'est ça. Spielberg avec le héros mille visages qui s'est dit, bah tiens, je vais appliquer thématiquement ça et ça va donner... Spielberg. Lucas avec le héros mille visages et qui dit, thématiquement, je vais appliquer ça, ça va donner Star Wars, pouf pouf, Sky Jesus, quoi. Mais Tu c'est l'as, ça. ouais. Mm. C'est de très bons exemples et ça prouve bien, tu vois, que quand on se pose la question de ah, mais est-ce que cette histoire, elle existe déjà, etc., etc. En fait, bon, c'est une phrase bateau, mais moi j'aime bien la répéter parce qu'elle est importante quand même. Hein. C'est oui, oui, toutes les histoires existent, mais pas écrites par toi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le répéter. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, la pluralité. Chaque personne a. Moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte en tatouant. J'ai la chance, en faisant ce métier, de passer bah, du coup de longues heures avec des personnes très différentes, de milieux très différents. Mm. Et c'est un métier qui, moi, m'aide beaucoup à démonter mes clichés parce que chaque personne que je me rencontre, que je rencontre, je peux avoir, t'as toujours un petit a priori, tu vois. Et d'autant plus quand t'es une personne qui t'est fait beaucoup bâcher pour ton apparence ou pour un série de trucs, tu vois, ce métier m'apprend à pas me méfier de l'autre parce que je découvre dans les gens au fur et à mesure des conversations, j'aime beaucoup parler aux gens quand je parle, dis qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, etc. Je me retrouve des points communs avec des gens formidables, des gens qui vont m'apprendre tout un tas de trucs sur eux-mêmes. Les gens ne sont jamais leurs clichés, les gens ils sont toujours plus que la somme de leurs clichés, plus que la somme de ce qu'on pourrait leur Exactement. caler dessus. Découvrir l'individu derrière ce que tu pourrais penser qu'il est, c'est formidable. Chacun a quelque chose à nous apprendre, chacun a un peu de sagesse à nous apporter, chacun peut faire un écho en bien ou en mal, en positif ou en négatif, avec ce qu'on est et nous montrer quelque chose de neuf. Il y a toujours chez quelqu'un, genre l'autre c'est pas nous, mais l'autre c'est un nous potentiel. L'autre c'est une autre personne avec sa propre histoire qui de toute façon aura vécu des choses qui sont tellement différentes de ce qu'on a vécu que est-ce qu'on pourrait pas en apprendre et laisser les gens être les conteurs de leurs histoires parce que moi j'adore quand les gens se racontent et m'apprennent des trucs sur eux ou m'apprennent des trucs sur la vie. J'ai pas autre chose à te dire que merci pour ce partage parce que je te rejoins entièrement et je trouve que ça fait une très belle conclusion comme message. Euh, merci d'être venu et d'avoir partagé
plein de choses Merci sur ton à parcours et sur tes merci à écrits. toi. Merci à toi de Et m'avoir invité, c'était hyper cool, c'était hyper intéressant et merci à Orlan, de m'avoir passé ton exactement, contact. j'allais même pousser le big up plus loin. Merci à Thibaut qui m'avait renvoyé vers Orlan et Orlan qui m'a renvoyé vers toi. J'aime beaucoup cette chaîne et ça m'a fait découvrir des parcours et des histoires passionnantes et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et bah, c'était un grand plaisir, merci énormément.